Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir encore une fois Éric Verhaeghe. Tout le plaisir est pour moi, Xavier, tu le sais bien. Bonjour Éric. On va faire un entretien essentiel sur une forme assez inhabituelle puisque c'est plutôt une discussion autour du shaming. Chic, ça va être la bagarre. Le shaming, donc défini comme étant un acte de critique publique sur Internet de quelqu'un. Éric, toi, tu as été on va dire, le sujet de ce shaming, comme moi-même, au travers de François, je trouvais que c'était intéressant puisqu'il y a eu un article qui est paru dans le Courrier des Stratèges où tu parlais avec l'association Rester Libre du shaming de l'Institut Curie. Donc peut-être, pourquoi on va dire ce shaming? Oui, alors d'abord parce que, on va traiter en 5 minutes des questions très longues qui mériteraient de longues discussions. Simplement, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous devons mener un combat politique. Et on va se le dire entre nous, de nature révolutionnaire, même si personne ne souhaite une révolution brutale. Tout le monde a accolé à l'idée de la révolution, le sang, les têtes qui tombent, les têtes au bout des pics. Personne ne souhaite ça. Nous souhaitons le respect de l'humanité et le respect de la légalité. Mais nous sommes tous conscients que le pass sanitaire tel qu'il a été annoncé le 12 juillet au soir par Emmanuel Macron, sans coup férir, a été une rupture dans notre processus démocratique. Et que donc, depuis le 12 juillet, je vais le dire grossièrement, parce que tu sais que je suis mal élevé, je suis un fils de prolo, on s'est fait baiser. On avait cru aux paroles du grand timonier qui nous disait jamais, rappelons-le, Emmanuel Macron nous avait dit jamais le pass sanitaire ne servira à discréditer. J'ai été victime d'un fact-checking de BFM TV qui, quand j'avais annoncé au mois de mai 2021 que le pass sanitaire servirait à empêcher d'aller au restaurant, BFM TV a expliqué que c'était complotiste, que jamais ça n'arriverait, que tout ça était du fantasme. Un mois et demi après, c'était une réalité. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une parole officielle qui vise à traiter de complotistes des gens qui avaient dit « Attention, ce sont des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir ». Et donc, d'une façon ou d'une autre, on a eu confiance. Confiance dans le système, confiance dans les institutions. On s'est fait avoir comme des bleus. Oui, en fait, moi, je le dis d'une manière un petit peu plus, on va dire, humble ou noble, l'un ou l'autre. Soit noble, toi tu peux l'être, moi je suis né de rien. C'est qu'il y a une forme de loyauté dans l'information et que, quelque part, on a dépassé la ligne rouge de la déloyauté de l'information, puisque ce que tu disais un mois et demi avant s'est avéré être correct, on t'a traité de complotiste. Moi, je considère que c'est déloyal parce que ça influence l'individu à faire quelque chose. Et donc, on va dire, dans le droit de la consommation, quand on influence quelqu'un avec un message marketing, ça a un impact. Et donc, je considère qu'il y a une information déloyale au travers de cela, et on se fait traiter de complotiste parce qu'on donne une information qui est une forme de prévision qui s'avère être correcte. Qui est devenue juste, voilà. Tout à fait. Donc, mais ceci dit, est-ce que ça justifie, oui, mais est-ce que ça justifie, on va dire, de pointer du doigt les gens parce qu'on te le fait à toi, parce que tu l'as vécu dans le passé? Non, alors moi je le fais pas parce qu'on me l'a fait à moi. Moi je le fais parce que j'ai été fonctionnaire. Et que j'ai connu la tentation de beaucoup de fonctionnaires de se dire « je suis intouchable, je ne suis pas au service du public, je suis au service du ministre ou du maire ». Et donc, ma carrière, ce n'est pas la République qui me l'a fait, c'est l'élu dont je dépends. J'ai connu cette tentation et cette façon de dire « puisque je suis protégé par le bouclier », du maire, du président de bidule, du ministre de machin, du préfet de truc. Donc, j'ai le droit de faire passer mes idées personnelles avant les instructions qu'on me donne, ou par-delà les instructions qu'on me donne. Et je pense que c'est le mal viscéral du fonctionnaire, qui est de profiter de la protection de l'État pour faire tout et n'importe quoi, ou en tout cas pour faire passer ses idées personnelles par-delà l'intérêt général. Or, un fonctionnaire n'existe que pour faire respecter l'intérêt général. Moi, je crois à l'État, je crois au service public, mais lorsqu'il incarne l'intérêt général, lorsqu'il devient la chose, l'objet du bureaucrate moyen qui dit « Ah, j'ai mon petit pouvoir, et ce soir, je vais pouvoir aller retrouver Bobonne et ma belle-mère pour leur dire « Je suis très puissant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Ces gens-là
doivent être durement sanctionnés. Donc c'est une forme de détournement de pouvoir, ce que tu appelles. Il y a un abus de pouvoir chez beaucoup de bureaucrates, mais c'est un sujet qui a été analysé depuis des années. Il suffit de lire La bureaucratie de Ludwig von Mises et tous les auteurs des années 45, qui, notamment d'influence allemande ou autrichienne, qui ont vécu le nazisme, qui ont combattu le nazisme, et qui ont dit que le premier sujet du totalitarisme nazi, mais dans le communisme c'est la même chose, c'est la bureaucratie. C'est le chef de bureau qui se croit tout puissant et qui rentre chez lui en disant « j'ai gagné » parce qu'il a profité de la puissance de l'État pour faire passer ses idées, ses marottes, ses convictions, ses toquades. Tout cela doit être combattu. Et donc moi-même, quand j'étais fonctionnaire, j'ai été à juste titre, je trouvais très bien que la démocratie fonctionnât de cette façon. Moi, je me souviens d'avoir, c'était en 2005, je crois, 2006, subi une rubrique carton rouge, je crois que c'était 60 millions de consommateurs, ou de je ne sais plus quelle revue, qui me mettait en cause sur une pratique qui était totalement légale d'ailleurs, mais le ministre dont je dépendais a dû convoquer une conférence de presse pour justifier mes pratiques. Donc quand j'ai reçu le coup de téléphone du ministre pour me dire « il va falloir m'expliquer mon bon ami », j'ai préparé mes cartons pour partir. J'ai pas été viré. Il se trouve que je défendais le droit et que dans l'intérêt du contribuable. Mais moi, j'ai connu ces phases où on est un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Et t'es exposé médiatiquement. Et où du jour au lendemain, on te sort de l'obscurité en te disant, voilà, t'es coupable. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. C'est très désagréable quand ça arrive. Voilà. On passe pas des bonnes nuits parce qu'on se dit, je vais être viré. Le ministre convoque la presse pour parler de moi. Enfin, bon. Mais c'est très sain démocratiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je n'ai pas de secret. À l'époque où ça m'est arrivé, j'avais un chauffeur, 3 voitures de fonction, un jardinier, une terrasse en bois de luxe de 300 mètres carrés avec vue sur tout Paris. J'étais logé par le contribuable. La contrepartie de ce train de vie, c'était que j'avais des comptes à rendre aux citoyens. Donc tu étais un rentier du système quelque part. Alors, je pense que le système a plus profité de moi que je n'ai profité de lui. Et moi, je le faisais, j'y étais nuit et jour, et je ne comptais pas mes heures. Et j'ai rendu service avec toute mon âme. Là où on est rentier, c'est quand on dit « il est normal que j'ai les avantages, mais il est anormal que j'ai les inconvénients ». Moi, j'ai toujours trouvé tout à fait normal de recevoir des coups de téléphone, c'était pas quotidien, mais hebdomadaire, j'ai beaucoup oublié parce que j'ai un devoir de réserve qui fait que j'ai perdu la mémoire. Et tant qu'on me fait pas chier. C'est très pratique de perdre la mémoire dans ces cas. Tant que l'État respecte les règles, qui est de ne pas abuser son pouvoir, je garde mon devoir de réserve. Mais ce que je sais, c'est que j'avais des coups de téléphone. J'ai toujours été mis sur des postes politiquement sensibles. J'ai été dépucelé à 23 ans. J'ai travaillé chez Jean Tibéry en 93 et j'ai fait l'expérience de la lettre anonyme de délation purement diffamatoire. Donc à 23 ans, j'étais formé, j'ai été dépucelé par le système, ce qui m'a valu après d'enchaîner des postes politiquement sensibles. Mais ça fait partie du boulot. Si on n'a pas envie d'assumer ça, eh ben on devient caissier, on devient je sais pas quoi, archiviste. Tu me diras, aujourd'hui, le caissier qui n'est pas vacciné, il va se faire l'objet de délation de la part de ses collègues. Alors, le caissier, voilà. Aujourd'hui, il y a un sujet, ce qui nous amène à ça. Mais en tout cas, il est normal que lorsqu'on est un aristocrate, on assume les emmerdes qui vont avec la vie de l'aristocrate. Mais penser qu'on peut profiter de la rente sans prendre de risques, c'est une erreur. Et donc, il est normal que, au titre de l'article 15 de cet excellent texte qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout citoyen doit pouvoir demander des comptes à n'importe quel fonctionnaire. Et aujourd'hui, on constate que cette loi du 5 août 2021, sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui, mais on constate qu'elle est déjà très dure vis-à-vis des libertés publiques, puisque le Conseil constitutionnel a écrit qu'elle constituait un frein à la liberté d'aller et venir. On constate qu'il y a des bureaucrates, des chefs de bureau, des directeurs de bidule, des directeurs de machin, qui considèrent qu'il faut aller au-delà de façon purement arbitraire. Il est normal que nous, les non-vaccinés, ou nous, les adversaires de ces mesures liberticides, nous leur fassions passer un message.
politique, qui est que nous ne nous laisserons pas faire et que probablement ils nous mettront à terre, mais ils seront à terre avec nous. Et que tous ceux qui pensent pouvoir le faire anonymement, ils sortiront de l'ombre et leur carrière s'arrêtera avec la nôtre. On ne peut pas être plus clair. C'est très clair. Donc, ce qui veut dire que le shaming, on va dire, la nomination de ces individus paraît indispensable dans le respect des règles démocratiques que l'on a aujourd'hui. Oui, c'est ceux qui pensent. Moi j'ai fait régulièrement du shaming dans ma vie journalistique, si tant est qu'elle soit vraiment journalistique. Et j'ai eu des gens qui m'ont appelé un jour en disant « Mais moi, je ne suis pas une personnalité publique, pourquoi vous me mettez en cause ?» Bien, il faut qu'ils sachent que parce qu'ils ont été choisis par le peuple français pour exercer certaines fonctions, ils deviennent des personnalités publiques et c'est créateur d'obligations pour eux. Qu'ils n'imaginent pas que ce soit créateur de droits sans contrepartie d'obligations. Et s'ils ont oublié qu'en contrepartie du droit, il y avait des obligations, nous allons le leur rappeler. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a franchi des lignes rouges. Et là, j'entendais Jean Castex parler de l'obligation vaccinale des enfants, ce qui est un manquement au devoir de précaution, au principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. Si ces gens-là ne comprennent pas qu'il faut savoir jusqu'où ne pas tirer sur la corde, il sera du devoir des non-vaccinés, des anti-passes sanitaires, de construire le rapport de force politique pour les ramener de l'autre côté de la ligne rouge qu'ils ne doivent surtout pas franchir. Et donc, si jamais on franchit cette ligne rouge, c'est parce qu'il y a une instrumentalisation de quoi? De la science, il y a un non-respect, on va dire, du principe de précaution, donc un non-respect d'un certain nombre de principes. Je pense qu'il y a une grande escroquerie de la part d'une mafia internationale, qui est celle des laboratoires pharmaceutiques, qui est en train d'exercer une tyrannie pour que les pouvoirs publics de chaque État se soumettent à son bon vouloir et au bon vouloir des profits mondialisés. Et je pense que c'est une erreur de croire que la mafia internationale peut bafouer le respect de la dignité des peuples. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est à une caste mondialisée qui obéit à la mafia internationale des profits, qui bafoue le respect de la dignité des peuples. Et il faut qu'ils comprennent que là, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire impunément. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont mainmise, ils ont capturé le système, ils ont capturé le système politique, le système réglementaire pour les influencer à un tel point qu'ils vont dépasser la ligne rouge et que ça entraîne une nécessité de faire du shaming, quoi, enfin une nomination individuelle. Je pense qu'il y a deux étapes dans ce que tu dis, Xavier. Il y a l'étape du dessous, si j'ose dire, c'est le shaming. On l'a vu au procès de Nuremberg en 1945. Bien sûr. Je me suis contenté d'obéir, monsieur. En réalité, non. Plein de gens, sous couvert d'obéir, vont au-delà des instructions qu'on leur donne. Responsable mais pas coupable. Et donc, c'est ceux qui vont au-delà des instructions qu'on leur donne, ceux qui font de l'excès de zèle, il faut que leur nom soit tiré de l'anonymat et qu'on s'en souvienne pour des générations et des générations. Et ça leur arrivera, je m'y engage. Maintenant, il y a au-dessus la captation du pouvoir que tu dis. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une mafia internationale que j'appelle le capitalisme de connivence, où des États, des chefs d'État, se sont mis au service d'intérêts privés et utilisent, on le voit bien, le curiaçage des discours. On commence par dire que le pass, on le met en place, mais il servira à rien. Puis un jour, on découvre qu'il sert à aller au restaurant. Puis un jour, on va découvrir qu'il va, je le lisais sous la plume que j'ai cité du président de la Fédération nationale des médecins radiologues, qui dit « mais le pass doit servir à empêcher les non-vaccinés d'aller dans les magasins d'alimentation ». Mesure que même le Troisième Reich n'a jamais proposé. Jamais le Troisième Reich n'a annoncé qu'il interdisait aux Juifs de se nourrir. Aujourd'hui, on a des présidents de fédérations, la Fédération nationale des médecins radiologues, son président, Jean-Philippe Masson, qui dit le pass sanitaire doit empêcher les non-vaccinés d'aller dans des magasins d'alimentation. Donc ça, c'est de l'excès de zèle. C'est de l'excès de zèle. Ça doit être puni, mais on voit bien que tous ces gens-là se sont mis au service de laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, qui nous annoncent la 4e dose, qui nous annoncent qu'on peut vacciner les enfants sans risque, alors que tout le monde sait que le variant Omicron, aujourd'hui, montre de plus en plus de signes reconnus internationalement de résistance au virus, au vaccin, et que donc le vaccin sert de moins en moins,
et que tout le monde s'organise, tout le monde accepte de taire les effets secondaires du vaccin. Je ne sais plus qui écrivait, je l'ai lu encore, Thierry de Cabarrus, qui paraît-il est essayiste, qui explique qu'il faudrait faire taire tous ceux qui parlent des effets secondaires du vaccin. Mais on est dans quelle dictature propagandiste? On est rentré dans quel totalitarisme pour qu'aujourd'hui, il y ait une collusion d'intérêts, un capitalisme de connivence où la puissance de l'État se met au service des profits privés. C'est une escroquerie de mafia internationale. Je crois qu'il faut défendre la dignité des peuples face à cette escroquerie. Mais pour revenir, bon, si jamais il y a une escroquerie, il y a quand même des lois en France. Donc en fait, le shaming est quelque part une forme de diffamation, de discrédit. Ah, pas du tout. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser la loi, ou est-ce que la loi est aussi capturée d'après toi? Soyons clairs. La diffamation, c'est lorsqu'on porte une fausse accusation. Rapporter les propos de quelqu'un tenus en public n'est pas une diffamation. Rappeler à quelqu'un que son comportement n'est pas conforme à la loi n'est pas une diffamation ni une injure publique. Enfin, sauf si on dit « t'es un connard », tous les gros mots, tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Si on se contente de dire au ministre « telle personne semble avoir commis telle faute », donc nous demandons une commission d'enquête, on est dans le strict cadre de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire qu'on est totalement respectueux du bloc de constitutionnalité. Et on respecte totalement la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Et donc, c'est totalement légal. D'ailleurs, moi, j'attends qu'on me traîne devant les tribunaux. Je suis extrêmement serein. Je ne fais rien sans la validation d'avocats spécialisés en droit de la presse. Et donc, le shaming, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est quelque chose de tout à fait démocratique et surtout, c'est quelque chose de tout à fait légal. Ça consiste à dire à un fonctionnaire « vous avez agi de telle façon et nous pensons que c'est contraire au principe d'intérêt général et c'est contraire à la loi ». Aujourd'hui, donc, quand même, tu parles vraiment des fonctionnaires, mais est-ce que ça ne s'applique pas, on va dire, à tout le monde? Puisqu'on pourrait dire que ça peut aller dans le domaine du privé, quand il y a des patrons d'entreprise qui vont plus loin, on va dire, que l'obligation vaccinale ou le pass vaccinal qui impose à leurs salariés des choses qui sont au-delà de la loi. Alors, moi, là-dessus, je suis assez partisan, effectivement, d'une égalité de traitement, mais je pense qu'il y a une différence de nature entre le patron qui, d'une façon ou d'une autre, construit son entreprise comme il peut, et tu le sais, Xavier, en France, créer une entreprise, c'est quand même un sacerdoce. Hein. C'est compliqué, oui. Et le fonctionnaire qui bénéficie de deux choses, c'est-à-dire, de la protection de la loi, et je le rappelle, statutairement, un fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, est protégé par le ministre et par le ministère. Donc, lorsqu'un fonctionnaire est attaqué, c'est l'État qui paye ses frais de justice. Et deux, il est chargé d'appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il est celui qui doit incarner la République. Et je crois qu'il n'y a pas pire poison pour la démocratie qu'un fonctionnaire qui commet une faute délibérée. Parfois, on a eu le cas de préfets qui, 50 ans après, étaient inquiétés pour un permis de construire. Personne ne se doutait à l'époque que. Voilà. En revanche, le directeur de l'Institut Curie qui fait appeler la brigade anticriminalité pour empêcher une jeune cancéreuse de 33 ans d'entrer dans les locaux parce qu'elle a un test qui est périmé depuis 6 heures. Le président de fédération des médecins radiologues qui appelle à affamer les non-vaccinés. Ce sont des gens qui exercent une mission de service public, ou en tout cas une mission d'intérêt général. Et ils commettent une faute grave en n'assumant pas les devoirs qui vont avec les droits de la fonction. Et on ne peut pas éternellement être financé par le contribuable et expliquer que le contribuable est à notre service. Exercer une mission de service public, c'est ce qu'il y a de plus noble dans une démocratie. Et on ne peut pas déroger à sa noblesse. Éric, juste une dernière question quand même. Et quid de la représentation nationale des députés et des sénateurs qui ne sont pas présents dans l'hémicycle quand on vote des lois aussi importantes que l'obligation vaccinale, le pass vaccinal? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Xavier, que la démocratie représentative est morte. La démocratie représentative, c'est un système de collusion où pour être investi par un parti, on l'a vu avec Valérie Pécresse, il faut faire des calculs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général.
qui n'ont rien à voir avec la volonté du français moyen. Et pour arriver d'une façon ou d'une autre à être député, il faut franchir un certain nombre de filtres qui ne sont absolument pas conformes à la démocratie. Et plus aucun système ne peut fonctionner avec des pays où une grande partie de la population est formée à Bac+5, c'est-à-dire au moins au même niveau que les députés, et des députés qui prétendent voter sur tous les sujets sans comprendre 80% des textes qui leur passent sous les yeux, alors qu'il y a plein de citoyens qui sont bien plus compétents qu'eux, qui n'ont pas voix au chapitre. Donc le principe de déléguer sa voix à quelqu'un est un principe du monde d'avant. Et bien entendu que dans le monde d'après, il disparaîtra, mais il faudra un peu de maturation. Moi, j'ai écrit un livre sur le sujet, partisan de la démocratie liquide, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre de trouver les moyens d'associer les citoyens éclairés aux bonnes décisions. Et personne n'est éclairé sur tous les sujets. Moi, par exemple, je suis nul en sciences. Je comprends rien à toutes ces histoires de protéines, de virus, et je ne prétends absolument pas participer à une décision sur le sujet. Il y a des sujets sur lesquels je suis plus compétent, comme tout le monde. Et ce qu'il faut, c'est trouver des habits institutionnels qui permettent d'associer les bonnes gens aux bonnes décisions. Mais on a vu quand même dans le cadre du shaming qu'il y a, on va dire, il y a la contrepartie, il y a des professeurs comme le professeur Raoult, professeur Perron, qui ont été vilipendés, malgré le fait que, donc, on va dire, c'est le contraire du shaming, c'est-à-dire le système, ceux qui contrôlent la majorité, qui vont, on va dire, ostraciser la parole de ces individus. Oui, alors comme tu le sais... C'est shaming inversé ? Oui, parce que tu sais, Xavier, les campagnes d'influence, ça existe. Tout à fait. Voilà. Et donc, le grand public ne le sait pas. On sait tous qu'il y a déjà des agences dont le métier est d'orchestrer des campagnes d'opinion. Je fais tous les matins, comme toi sans doute, ma revue de presse, je voyais qu'au niveau européen, il y a une grande campagne appelant à la répression contre les non-vaccinés. Alors, c'est très bizarre qu'en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Australie, en France, en Grande-Bretagne, il y ait des articles qui sortent en même temps sur le même sujet. Donc, les vieux du système savent que ça s'appelle campagne d'influence, c'est-à-dire que des laboratoires, je ne sais pas lesquels, mais les fabricants de vaccins se sont organisés depuis 10 ans à travers le Gavi, le CPI, la Fondation Bill Gates, pour influencer l'opinion. Donc tout ça est une industrie. Il y a une industrie du vaccin qui s'est organisée, qui s'est liguée, qui s'est syndiquée depuis une dizaine d'années pour défendre ses intérêts, pour influencer les médias, pour influencer les campagnes d'opinion. Donc aujourd'hui, comme moi sans doute, tu as dû recevoir certains soirs des visites de comment ça s'appelle ce métier sordide, huissier de justice. Voilà. Tu as dû recevoir des visites d'huissier de justice te sommant de dire si tu avais des conflits d'intérêts avec tel ou tel ou tel, parce que tu as écrit un article dans le journal qui dit ceci plutôt que cela. Donc, moi j'ai reçu cette sommation interpellative d'Antoine Frérot de Veolia qui m'a dit « Est-ce que vous avez des liens d'intérêt avec Suez ?» Ça veut dire que le patron de Veolia sait lui aussi qu'il y a peut-être des campagnes d'influence qui font que certains écrivent telle chose plutôt que telle autre dans tel journal. Donc c'est bien la preuve que tout le monde sait sur le marché qu'il y a des campagnes orchestrées. Et aujourd'hui, je vois, quand je fais ma revue de presse, intuitivement, je me dis, il y a aujourd'hui une campagne orchestrée pour nourrir la pulsion génocidaire vis-à-vis des non-vaccinés. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Je dis à Castex et à Macron, prétentieusement, ne franchissez pas cette ligne rouge parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Mais donc aujourd'hui, très clairement, les fabricants de vaccins, pour qu'un vaccin marche et pour qu'un vaccin fonctionne, il faut environ 30 milliards d'investissements. C'est-à-dire que pour qu'un vaccin fonctionne, il faut parier sur des sommes colossales aujourd'hui. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a un calcul d'équilibre qui est fait par l'industrie pharmaceutique et par les fabricants de vaccins. Et ces fabricants de vaccins investissent dans la presse pour bénéficier du soutien de l'opinion publique. Et on insiste aujourd'hui à une campagne que je crois être la campagne de la dernière minute. C'est les derniers jours de Stalingrad pour l'armée allemande, qui est il faut qu'on prenne le maximum, qu'on ramasse un maximum avant que l'opinion publique ne prenne conscience des effets secondaires du vaccin. Et on a tous compris que cette obsession de ramasser le plus possible, elle se traduit par une campagne de presse pour expliquer que les non-vaccinés, c'est le groupe témoin supprimé.
Et donc je vois des articles fleurir en même temps. Et bien évidemment que l'industrie pharmaceutique a mis les moyens qu'il fallait pour influencer l'opinion, pour influencer les décisions publiques, pour les nourrir en notes, en documents, en preuves, en éléments de langage, tout ce que tu connais par cœur. Et que bien entendu qu'il y a des puissants intérêts industriels, je dis pas commerciaux, je dis pas des puissants intérêts industriels. C'est une industrie que nous avons face à nous, qui s'est donné les moyens d'alimenter la peur. Il y a eu un excellent rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc qui dépend de Strasbourg, du Conseil du Conseil européen de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Un excellent rapport de l'Assemblée parlementaire de la Cour européenne de 2010, où sur la pandémie de 2009, on a oublié qu'il y avait une pandémie en 2009, cet excellent rapport cite une représentante de l'industrie pharmaceutique, à qui les parlementaires posent la question « Comment fait-on pour vendre des vaccins ?» Et la réponse c'est « Grâce à la peur ». C'est-à-dire que depuis 2010, on sait que l'industrie pharmaceutique fonde son business plan sur la crainte des populations vis-à-vis des virus. Et nous assistons à une sorte de plan Schlieffen, d'exercice militaire grandeur nature, sur l'approvisionnement quotidien de la peur par des campagnes de presse orchestrées, par des médias subventionnés qui ont besoin de cet argent pour vivre, pour survivre. Nous assistons à l'orchestration de ces campagnes de peur par la mafia internationale du vaccin. Et quelque part, ce shaming, c'est pour inverser cette, on va dire, cette peur. Je crois que nous devons utiliser leurs armes. C'est-à-dire que, en réalité, je suis assez admiratif des techniques commerciales, des techniques de manipulation des esprits qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique, qui se sont adjointes, les gouvernements, comme force supplétive. Donc à l'ère du Apple et du Samsung, on incite les consommateurs à avoir besoin de l'Apple 13, de l'iPhone 13 ou du Samsung S20, ou pour ne pas les nommer. En fait, aujourd'hui, on incite les consommateurs à avoir besoin du vaccin. Exactement. Même si jamais et on le nourrit dans l'idée que s'il n'a pas le vaccin, la vie n'est plus possible. Donc la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Et c'est à nous de nous montrer, car en réalité, nous sommes la contre-élite. C'est-à-dire que lorsque nous les aurons battus et lorsque nous les remplacerons, nous devrons être capables de faire mieux qu'eux. Et faire mieux qu'eux, ça consiste à montrer que nous sommes capables d'utiliser leurs techniques de curiaçage de l'opinion et d'utilisation, d'une façon ou d'une autre, de levier marketing. Et donc, il faut que nous expliquions aux petits cadres du système qui se croient importants qu'ils vont sortir de l'ombre. C'est la meilleure façon de bloquer leur système. Nous devons avoir une stratégie à l'égal de leurs moyens. Ben, écoute Eric, merci beaucoup on va dire de cette clarification, donc en fait de cette mise en garde vis-à-vis du shaming. Donc je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie que tu me fasses une campagne de shaming contre moi. Ce serait marrant. Et on rappelle juste quand même que pour ne pas dépasser la ligne rouge, vous pouvez lire François parce que il y a une barre rouge en bas et il y a marqué défense de la France dedans, et donc on va essayer d'être fidèle à ses valeurs et d'éviter cette campagne de shaming. Je vais faire un effort. Merci beaucoup.